Non, non. Je suis pas sur le party depuis une semaine. Et c'est non plus pas mon déguisement d'Halloween. C'est plutôt l'anniversaire de notre collaborateur à la chaîne. Alors, Stéphane Bastien, joyeux anniversaire. Bienvenue à l'actualité Jeux de société et Kickstarter du 19 octobre. C'est parti. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour notre actualité Jeux de société du 19 octobre. Alors, pas de nouvelle réception cette semaine et une grosse déception, j'attendais Parks. C'est déjà sorti en boutique depuis plus d'une semaine et toujours pas reçu mes copies. Grosse déception, surtout quand je fais un achat retailer, je m'attends à être en mesure de les avoir du moins en même temps que tout le monde et non pas après. Donc, je vais me faire le plaisir de les contacter et regarder ce qui se passe avec ça. Donc, pas de nouvelle réception depuis la semaine dernière. Si on regarde au niveau des sorties boutiques, chez Randolph, surtout des petits jeux cette semaine, mais des jeux très intéressants. Flash 8, qui est un jeu chez Scorpion Masqué, qui allie un jeu d'observation, rapidité, une réinvention du jeu Le Taquin, pour ceux qui connaissent. Et donc, très belle production, bien hâte de découvrir ce petit jeu-ci. En plus, ça joue de 1 à 4 joueurs, c'est un puzzle game, alors ça peut être intéressant. Genre de jeu qui va rentrer peut-être dans ma lignée, c'est assez rapide, une quinzaine de minutes, donc sûrement on va emmener ça pour le pub, ça risque d'être intéressant. Ensuite, il y a Once Upon a Castle, donc un jeu, j'avais préparé, j'avais participé il y a un an avec Ludovic Montblanc et la présentation de son prototype. Alors ça, c'est la copie qui avait été donc faite par Ludovic qui m'avait décidé son beau château. J'avais un beau roll and write, nouveau genre un petit peu, avec une collection de ressources pour être capable de construire un château. C'est bien amené. Peut-être accessible à toute la famille également, alors ça aussi ça arrive. Un autre jeu familial qui arrive, c'est La forêt des frères Grimm. Alors les contes réinventés, on a les 3 petits cochons ici, illustration magnifique de nos Québécois, Mr. Coddington, donc Lina et David. Alors super matériel, si vous avez la chance de les jeter un coup d'œil. Ça aussi, c'est accessible à toute la famille. C'est un jeu d'introduction très facile de gestion de ressources, mais excessivement belle qualité de production. Ensuite, on a, pour les plus gamers, l'extension de Inis, en français, qui arrive avec les saisons. Prolonger peut-être l'expérience d'un jeu très très bien, à plusieurs joueurs, de beaux jeux de négociation, d'anticipation, de bluff. Alors, si vous ne connaissez pas, Inis, à mettre à votre liste de découvertes. Et un dernier petit jeu de cartes qui s'appelle 5-2-1-1. Qui est un petit jeu de 2 à 5 joueurs, ça se joue en 30 minutes, c'est un jeu de stratégie de bluff. On pioche 5 cartes, on en joue 2, on en joue une, ça se passe rapidement, c'est une question de majorité, de nombre, de couleurs. C'est un genre de jeu pour les fêtes qui pourrait être très bien, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à 5-2-1. Au niveau des sorties chez Philibert, notre collaborateur commanditaire donc en France, des gros jeux dans la section top de vente, en commençant par Wingspan avec l'extension Europe qui arrive fin novembre si je m'abuse. Donc vous pouvez faire déjà les précommandes sur le site, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ensuite, Gloomhaven avec Havre Nuit qui arrive en français, mois de décembre. Également là, les précommandes sont disponibles. Alors, vous pouvez faire vos achats directement, réserver vos copies, ça risque de partir rapidement malgré le prix très élevé. Mais je vous le dis, la boîte super remplie, vous en avez pour au minimum 1 an de jeu avec Gloomhaven. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne, j'en avais déjà fait quelques présentations. Peut-être qu'on continuera prochainement. Ensuite, on a New Angel, qui est une apparition en français d'un jeu paru il y a 1 an environ. Alors, ça aussi, c'est un jeu que j'ai pas à ma collection, mais qui m'intriguait, donc je vais peut-être aller jeter un coup d'œil. Par contre, il n'y avait pas de version solo dans celui-ci. Je pense que c'est un 3 à 5 joueurs, si ma mémoire est bonne. Et il y a également un coup de cœur qui est apparu sur la chaîne, que je partage avec vous. J'ai eu la chance de l'essayer. On parle de Hadara,
Donc, c'est un jeu à la Seven Wonders de construction d'empire avec différentes, donc la culture, l'armée et tout ça. Et donc, ça reprend un peu les mêmes thèmes de Seven Wonders sur trois périodes de l'histoire, si on veut. Très, très rapide, très fluide. Donc, si ça vous intéresse, 2 à 5 joueurs, 30 à 60 minutes. Bien aimé l'expérience, ça se joue très bien. Et parmi les nouveautés, c'est Barrage qui arrive en français. Alors, j'en ai fait mon coup de cœur du mois dernier. Vraiment un gros euro, très stratégique, très bien pensé. Les mécaniques fonctionnent super bien. Alors, ça aussi, ça arrive en français. Donc, vous pouvez dès maintenant faire l'acquisition. Et je vais essayer peut-être de vous en faire une présentation d'une partie solo parce que c'est vraiment un bon jeu. Pour ceux qui aiment les gros casse-têtes, ça peut être très, très, très intéressant. Au niveau des jeux Kickstarter, donc pas de nouvelles contributions cette semaine, j'ai été raisonnable. On a par contre notre contribution qui est encore en route avec Halt Sworn into the Deep Wood. Alors, le projet qui fonctionne très très bien, c'est le projet de Shadowborn Games. C'est un premier projet pour eux, mais c'est peaufiné depuis 3 ans. On voit qu'ils sont prêts pour la campagne. Alors, une incroyable première semaine d'entrée avec 8000 contributions. On parle de 1,5 million d'accumulés déjà. Retail, un achat à partir de 99$ US. 24 à 45$ pour le shipping, donc ça c'est excessivement élevé. Grosse boîte, gros matériel de qualité et les stretch goals sont vraiment impressionnants. On ajoute plusieurs decks de cartes, on ajoute des monstres dans les grosses boîtes scellées. Ça se déroule bien les stretch goals, ils ont misé là-dessus je pense et je pense qu'on est récompensé avec la campagne. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes au niveau de l'histoire ou de 90 à 120 minutes au niveau des rencontres, ça se divise en 2 phases. Alors, c'est 15 chapitres qui vont peut-être se prolonger avec les stretch goals. J'ai hâte de voir. On parle d'au moins 45 heures de jeu. Alors, j'aime beaucoup ce que je vois de la campagne. Ça se déroule très bien. Donc, je conserve mon achat présentement. Il n'y a pas de retailer pour le jeu. Je vais regarder si c'est une possibilité. Donc, si ça vous intéresse, vous me le direz. Je pourrais peut-être regarder pour en acheter plusieurs copies. Présentement, je n'ai pas de démarche de fait en ce sens-là. Mais si j'ai des demandes, peut-être que je vérifierai qu'est-ce que je peux faire. Donc, nous, on aime les boîtes avec les enveloppes scellées, l'artistique, les gigantesques miniatures, les personnages pour les parties, les compagnons pour ceux qui jouent avec des groupes moins gros ou le solo. On aime aussi l'univers réinventé fantasy, des cartes d'équipement brisées qui doivent être réparées après réutilisation. Ça fait très jeu vidéo. Ça, j'aime bien ça. On aime moins peut-être, c'est un gros jeu narratif, pas de version en français présentement, donc ça risque d'être compliqué pour ceux qui ne maîtrisent pas bien la langue. Et le shipping très élevé. Alors, comme je ne suis pas certain qu'il va sortir en boutique, puisque c'est un premier jeu, je le compare à un successeur de Gloomhaven, une version épurée avec du matériel de plus haute qualité. Gloomhaven, c'est pas sa force au niveau de la qualité du matériel, c'est plutôt le monde de Gloomhaven qui en fait sa force, sa richesse. Donc, une très belle histoire, un très beau scénario avec plusieurs races qu'on apprend à découvrir. C'est ce qui en fait sa force. Alors, bien hâte de découvrir celui-ci. D'après moi, ils s'en ont inspiré fortement et ils ont amené ça à sa plus simple expression. Le fait aussi de ne pas avoir des plateaux modulables à chercher et à refaire à chaque fois. On parle seulement d'un seul plateau de jeu au niveau des rencontres qui est réversible. Quelques instruments qui vont s'additionner, des pièces d'équipement. Mais bref, ça va accélérer au niveau de la mise en place et du gameplay en tant que tel. On est présent, on regarde ça et c'est une campagne qui se poursuit encore jusqu'au 5 novembre prochain. Alors, on va vous faire le suivi sur le jeu, assurément. On est également présent avec d'autres jeux que je vous avais déjà présentés dans les précédentes semaines. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir nos vidéos de la semaine précédente ou de là 2 semaines. Vous allez avoir plus d'informations sur les différents jeux que je vous parle. En commençant par Solve Ride Skies. Un jeu de Deepwater Games, c'est une deuxième tentative de financement pour eux, présentement assez réussi. On parle de 29$ pour le jeu, qui est assez abordable, 16$ au niveau du shipping. On parle de 858 contributeurs pour une progression de 12%, ce qui va bien. 46 000$ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 22 octobre prochain. C'est d'un 1 à 4 joueurs, partie de 30 à 60 minutes. C'est un jeu de politique à majorité, d'influence dans un monde de science-fiction avec une roue d'action et un déplacement de travailleurs intéressant. On aime le jeu stratégique dans une petite boîte, la rapidité, un jeu abordable et avec un solo disponible.
On aime moins le transport par rapport au prix, la version anglaise seulement, mais il y a très peu de texte au niveau du jeu. D'après moi, c'est un jeu qui est quand même très accessible. On l'avait classé comme une carte cachée. Présentement, on est à 65%. On regarde l'évolution de la campagne, mais 22 octobre, il ne nous reste plus grand temps pour se décider. On risque peut-être de pencher. Reste à voir. Je vous ferai signe dans la prochaine vidéo. On parle également du petit jeu de la semaine passée qui était probablement mon coup de cœur, on peut dire ça, même si c'est un jeu de chat. On parle de Calico, un premier projet pour la compagnie Flatout Games qui arrive avec un beau thème, un beau format, vraiment un jeu idéal pour un premier jeu sur Kickstarter. Et ça paraît 3283 contributeurs, 1390 de progression, plus 73%. Donc ça va très très bien pour eux. On a déjà franchi la barre du 130 000 $ canadiens. Une campagne se termine le 7 novembre prochain. On parle ici de la même équipe qui ont fait la conception de Point Salade chez AEG. Et au niveau artistique, Brent Sobel, qui était celui à la tête de Herbaceus. Donc, belle équipe de production. Beau prix également d'entrée de jeu, 29 $ US plus 12 $ de shipping. On parle de stretch goal au niveau de la qualité des composantes. Ça aussi, c'est très bien. On a un beau jeu de puzzle stratégique pour 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes. Donc, on doit composer une courte pointe pour attirer des chats. On a différentes contraintes de placement de tuiles. C'est un placement de tuiles au niveau des couleurs et des patterns. Donc, très bien pensé. Ça fait un beau gameplay, très accessible, un large public. Je pense que ça va être très apprécié dans nos pubs ludiques. Alors, j'aime beaucoup les tuiles d'objectifs variables pour attirer les chats, le solo disponible, l'accessibilité. Un jeu très coloré, mais qui reste dans la qualité artistique. Un mode familial de disponible. On aime moins, pas de nouvelles mécaniques, donc c'est probablement un déjà vu, mais une belle réalisation au niveau des composantes et de la thématique. Résultat, c'est un jeu confortable comme un chat installé dans une courte pointe. Nous, on est présent probablement, on attend juste la fin de la campagne pour y être. Regardez si on va en acheter des copies pour le pub ou pour la boutique, ou les deux. Donc, on reste à l'affût de la campagne avec Calico, mais soyez pas surpris, ça va sûrement s'ajouter à notre collection. Ensuite, on a Roam and Roll, un roll and ride de type Eurogame de la compagnie PSC Games, un 16e projet, eux qui sont plus spécialisés dans les wargames, mais qui nous arrivent ici avec un roll and ride assez intéressant. Au niveau politique, on peut y aller au niveau militaire, mais stratégie politique aussi, c'est plus subtil. C'est présentement 1294 contributeurs, une hausse de 800, on a 163% d'augmentation. Alors, ça va très bien pour eux. 62 000 $ d'accumulé, la campagne se termine le 4 novembre prochain. C'est un jeu disponible à partir de 29 livres. La version française est disponible lorsqu'on en fait l'achat, ça c'est un plus. On parle de shipping au niveau de 12,50 pour le Canada et 10,50 pour l'Europe. Un nom à retenir, David Turski au niveau du design du jeu. Donc, on a fait le design en collaboration avec Nick Shaw. Sans surprise, il y a une version solo. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes. Alors, très intéressé par ce jeu-ci. J'aime beaucoup comment va la campagne de beaux stretch goals. Ils ont même des mini au niveau du jeu. Ce qui m'intéresse, c'est surtout donc le roll and ride des civilisations stratégiques, avec un duo de concepteurs très intéressant. Au niveau des moins, on peut dire que la faiblesse de notre dollar canadien nous fait mal avec la livre, mais bref, malgré le fait que ce soit cher, c'est un jeu qui monte dans ma liste. Je suis rendu à 75% des chances d'y aller. On regarde jusqu'à la campagne 4 novembre, alors on risque d'être présent également avec ce Roam and Roll. J'aime beaucoup le titre également. On a Subterra, que je vous ai présenté la semaine dernière, qui est encore dans les top 5 meilleurs vendeurs chez Philibert au niveau de la première campagne. Là, on nous arrive avec Inferno Edge. C'est de la compagnie Inside the Box Games, un 9e projet pour eux avec 1774 contributeurs, une hausse de 25%. On parle de 192 000 $ d'accumulés présentement. Et une campagne qui se termine le 13 novembre. C'est disponible à partir de 29 livres, plus 6 au niveau du shipping, et plus les extensions, puisqu'il y a possibilité d'acheter une panoplie d'extensions avec le jeu. Fait à noter, ça sera également disponible en français, publié chez Not Publishing. C'est de 1 à 6 joueurs, une partie de 60 minutes. C'est un jeu coopératif de points d'action, de jet de dés, de mouvement de grille, de construction.
de réseau et de pick-up and deliver. Ben, il fait beaucoup de mécanique, mais c'est tout bien implanté. La thématique tient bien la route, le placement de tuiles aussi. Donc, c'est un jeu sans grande surprise. Ça ressemble beaucoup au précédent. On a peut-être le pick-up and deliver qui s'est ajouté à la mécanique qu'on avait dans le précédent, mais ça reste un jeu friendly, accessible. Donc, si c'est ce genre de jeu qui vous intéresse, on a ici un dungeon crawler très accessible de base, mais qui tient la route et qui, malgré tout, a un beau suspense au niveau du gameplay. On aime donc l'éruption volcanique qui va faire renverser les tuiles lorsque va être le temps de sortir du donjon. C'est des rôles de personnages variés également et disponible en version française, donc tout ça c'est apprécié. On aime moins le graphisme qui est peu réaliste et l'extension, donc possibilité d'avoir beaucoup d'extensions. On aurait aimé ça que ce soit dans la boîte de base, mais probablement qu'ils voulaient garder un prix accessible, donc c'est pourquoi c'est disponible en add-on. Alors, retailer disponible, nous on regarde ça, j'ai pas eu de demande encore. On reste à voir si on va y aller ou on va attendre la sortie en boutique avec Subterra. Ensuite, The Search of Planet X de la compagnie Foxtrot Games. C'est eux qui étaient à la tête du projet Spy Club. Présentement, 472 contributeurs avec une hausse de 36%, 24 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 30 octobre prochain. Disponible à partir de 34 $ US plus 12 $ de shipping. C'est un 2 à 4 joueurs. Par contre, un abonné la semaine dernière me fait remarquer que le solo était envisagé. Puis effectivement, dans la section foire aux questions, on a un des points qui parle de la version solo. Et la compagnie précise qu'ils ont engagé un programmeur pour développer une intelligence artificielle pour être capable de jouer en solo. Donc, l'application va éventuellement nous permettre d'y aller en solo, mais on n'a pas de confirmation là-dessus. J'en ai fait la demande, donc j'attends de savoir si ça va être confirmé ou pas. Mais ça serait simple, à mon avis, de le faire. Ce qu'ils disent, c'est qu'on peut très bien jouer en solo, parce que c'est un jeu de déduction. Donc, on peut trouver le plaisir de trouver la fameuse planète X, mais éventuellement, une version qui sera plus officielle avec l'application. Alors, on aime le jeu de déduction très réaliste, l'équipe derrière Spy Club, le plateau rotatif qui représente l'orbite, l'échelle de temps et la durée des actions. On aime moins le 2 à 4 joueurs, donc on attend la confirmation pour le solo. Alors c'est un jeu que je trouve intriguant, qui me semble très bien collé avec la mécanique versus la thématique du jeu. Alors on est autour de 60% présentement. On attend de voir si il va y avoir des développements au niveau du solo. Alors, ça complète ma liste de suivi de projets pour cette semaine. On en a quand même plusieurs qui ont terminé cette semaine ou que j'ai mis de côté. Je vais peut-être même me laisser séduire par des dernières minutes de jeu. J'attends de voir, mais bref, et parce que cette semaine, il y en a énormément qui s'ajoutent sur la liste. J'aurais pu en mettre une dizaine. Il va falloir que je me limite dans le temps, puisque je veux garder la vidéo courte, mais je vais peut-être vous arriver avec certains spéciaux de vidéos spécifiques pour des projets. Alors, reste à voir comment je vais vous présenter ça. Mais, encore une fois, Stéphane, bonne fête. Et on continue avec la liste de suivi pour cette semaine en notre spécial Kickstarter et actualité, le jeu de société du 19 octobre. C'est parti. On débute notre liste de suivi avec l'ajout de la deuxième édition du jeu Zombicide de la compagnie Siemens. Le jeu avec lequel le Kickstarter a vraiment décollé avec la première édition du jeu Zombicide. Initialement, 5258 contributeurs pour 781 000 $ d'accumulé. C'était du jamais vu au niveau des jeux de société. Et bien, depuis, ça a bien évolué. Présentement, 7022 contributeurs après seulement une semaine, 1,2 million d'accumulés. Campagne se termine le 6 novembre prochain. Jeu disponible à partir de 40 $ US pour le Upgrade Pack permettant de passer de l'édition 1 à l'édition 2, 50 $ pour le Role Playing Game, 100 $ pour le Reboot, 140 $ pour la campagne Washington ZC. Et si vous voulez le All-In, c'est 180 $ plus 42 $ de shipping. Bref, mettez la main à votre proche pour aller chercher un jeu de Siemens. C'est de 1 à 6 joueurs, des parties de 60 minutes, classé 412e au niveau du classement BGG. C'est un jeu de points d'action, coopératif,
de jets de dés, de pouvoirs variés avec plateau modulable. C'est un Ameritrash typique. Alors, si vous ne connaissez pas le genre, c'est probablement une très bonne porte d'entrée. On parle de 25 scénarios dans la boîte de base. Certaines règles ont été modifiées pour la deuxième édition, entre autres la priorité des cibles lors des attaques à distance. On a maintenant la possibilité de tirer sur les zombies en évitant de tirer sur nos compagnons, à moins qu'on rate notre coup, et là ça peut arriver encore. On a également l'apparition des Dark Zones, donc des zones sombres à l'intérieur des bâtiments, et c'est l'endroit où les zombies arriveront, donc on va pouvoir avoir des endroits un peu plus sécuritaires dans les bâtiments, ça c'est bien. On a un plateau de plastique individuel qui fait l'arrivée également, qu'on avait vu dans les autres campagnes telles Black Plague et compagnie. On a l'arrivée des enfants, également de nouveaux personnages. Le tout est compatible avec l'ancienne version, sauf la grandeur des cartes qui diffère à certains moments. Il faudra choisir entre une ou l'autre des versions. On aime un point d'entrée pour les nouveaux joueurs, un kit d'upgrade pour les anciens, les règles simplifiées, un plateau individuel, la nouvelle campagne avec les points d'expérience, des cartes narratives, un deck d'objets personnalisés pour l'histoire et un timer de jour et de nuit, rendant le jeu plus difficile au coucher du soleil. De nombreux stretch goals comme Seaman, c'est les faire également. On aime moins version française non disponible avec la campagne, le prix du shipping. Résultat, pour les nouveaux et les fans, on regarde ça de loin, à moins que à suivre. Et on continue avec la série Tiny Epic Dinosaur, la compagnie Gimling Games, qui nous arrive avec un 22e projet. Déjà 8158 contributeurs pour 375 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 5 novembre prochain. La version Retail est disponible à partir de 20 $ US, 25 $ pour la version Deluxe incluant les stretch goals. Il faut compter 10 à 12 $ de plus pour le shipping. C'est un placement d'ouvriers, gestion de ressources dans lequel vous allez réaliser des contrats pour avoir des points de victoire qui demeureront cachés jusqu'à la fin de la partie. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes, incluant 70 Dino Maple. Dans Tiny Epic Dinosaur, les percées scientifiques modernes ont permis de créer une industrie lucrative, ou si vous préférez, les ranchs de dinosaures. Des éleveurs indépendants ont commencé à cultiver des dinosaures pour les vendre aux plus offrants et les utiliser dans leur parc d'attractions à sensations fortes. Vous êtes un de ces éleveurs, avez-vous ce qu'il faut pour exploiter une ferme de dinosaures la plus performante et surpasser vos adversaires? On aime la gamme Tiny Epic, l'accessibilité du jeu, le solo disponible, le prix abordable, la petite boîte et l'extension Mini Labo. On aime moins le graphique un peu enfantin. Résultat, achat pour la boutique et le pub. 75% de participés pour nous. Êtes-vous intéressés? Laissez-nous savoir. On ajoute ensuite un jeu qui semble rentrer dans mes cordes. On parle de Village Attack Grim Destiny de la compagnie Grimlord Games, un 5e projet pour eux. On avait déjà contribué à la campagne d'Everain. Donc la première édition de ce jeu-ci a été publiée en 2017. C'est maintenant une extension qui arrive pour le jeu Village Attack, disponible à partir de 45 livres ou 77 $ canadiens pour l'extension, 75 livres ou 127 $ pour le core game et 105 livres ou 178 $ pour le all-in. Il faut ajouter 15 à 25 livres pour la livraison. C'est un Tower Defense coopératif pour 1 à 5 joueurs, des parties de 30 à 180 minutes. C'est un coopératif jet des pouvoirs variés et plateaux modulables. Village Attack Green Destiny est une toute nouvelle extension du jeu de défense de château entièrement coopératif, imprégné dans le folklore de la Chine ancienne. Les joueurs doivent continuer la guerre sans fin avec le royaume des mortels, assumant le rôle des monstres et défendant leur foyer contre des vagues de villageois presque infinis qui cherchent à vous abattre une fois pour toutes. On aime la version française qui sera disponible chez Légion Distribution, le solo, le coopératif, l'univers Chine ancienne et le fait d'incarner pour une fois les méchants. On aime moins beaucoup de add-ons payants, un prix élevé. Résultat, probablement mon style de jeu. J'aimerais bien mettre la main sur la première campagne pour en faire l'essai. Alors, votre avis sur le sujet? J'aimerais bien savoir. Et on poursuit avec un jeu présenté la semaine dernière. Il s'agit de Fossilis de la compagnie KTBG.
un 5e projet pour eux, et c'est une compagnie de Toronto, donc une compagnie canadienne qui arrive avec un beau projet assez innovateur, avec 1102 contributeurs, 54 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 7 novembre prochain. C'est disponible à partir de 52 $ canadiens. Il ne faut pas oublier que notre dollar est assez faible. Alors c'est un jeu abordable et 15 $ au niveau du shipping. C'est un 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 45 à 60 minutes. C'est un placement de tuiles et une collection d'ensemble. Un nouveau cimetière de dinosaures a été découvert et il pourrait s'agir d'un véritable trésor de fossiles et d'os. Dans Fossilis, 2 à 4 joueurs deviennent des paléontologues, travaillant sur le site de fouilles avec des pelles, des balais, des fouets, des ciseaux, à la recherche de découvertes qui pourraient faire leur carrière. À chaque tour, les joueurs ont 2 actions, soit creuser, soit faire une extraction. En retirant les couches supérieures de sable, d'argile et de pierre, ils découvriront des traces de fossiles pouvant être échangés contre des outils, un plâtre nécessaire à l'extraction des os et des points de découverte. Au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent, des os précieux sont exposés. Ils peuvent effectuer une extraction minutieuse s'ils disposent des bonnes quantités de plâtre, mais il est parfois judicieux de déplacer la terre pour dissimuler les trouvailles aux autres concurrents. Les os seuls peuvent être précieux, mais les musées sont vraiment intéressés par des spécimens plus complets. On aime la compagnie canadienne, la faiblesse du dollar, le plateau 3D, les ossements. On aime moins, version anglaise seulement, pas de solo. Résultat, très intéressé, un projet un peu novateur, avec 60% de chances d'y aller, avec Fossilis. On fait également une petite incursion du côté de Queen's Game avec le jeu Fresco qui nous arrive avec la Megabox, un grand classique de la compagnie qui fête son 10e anniversaire, donc une boîte qui permet d'inclure toutes les extensions, les nouveaux modules de jeu. On a également un jeu de cartes et un jeu de dés qui fait son apparition. La version française est incluse, disponible à partir de 40 $ pour le nouveau matériel, 135 à 150 $ pour le all-in. Présentement, 578 contributeurs, 129 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 5 novembre prochain. C'est de 2 à 4 joueurs, 60 minutes, 10 ans et plus. Difficulté moyenne de 2.64 sur 5. On aime un tout inclus avec les nouvelles extensions et surtout le jeu de cartes et le jeu de dés qui s'additionnent. On aime moins, aurait pu profiter de l'occasion pour ajouter une variante solo. Résultat, on va attendre la sortie en boutique pour probablement se procurer le jeu de cartes et le jeu de dés. Mais ceux qui ne l'ont pas, allez voir ça, Fresco, ça vaut la peine. On ajoute également une nouvelle petite série de jeux solitaires avec Hunted du designer Gabe Barrett, un 8e projet pour lui, avec 707 contributeurs présentement, 40 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 7 novembre prochain. Disponible à partir de 19 $ US pour chacune des boîtes, on parle de 35 $ pour les deux, plus 16 $ au niveau du shipping. C'est un jeu solitaire d'une vingtaine de minutes. Hunted est une série de jeux solitaires dans lequel vous devez fuir des ennemis qui vous pourchassent. Vous allez piocher des cartes en essayant d'obtenir les objets nécessaires pour trouver les armes, les objets et les nouveaux lieux, tout en essayant de vous échapper. Mais attention, si vous faites trop de bruit, ils vous trouveront. Chaque jeu de la série aura la même mécanique de jeu de cartes de base et un système de combat et un style de jeu complètement différent. Dans Hunted Kobayashi Tower, vous devez vous frayer un chemin à travers un immense gratte-ciel pour secourir votre femme prise en otage par des terroristes. Ce jeu de la série utilise les lancers de dés comme mécanique principale. Dans Hunted Mining Colony 415, vous devez repousser des extraterrestres assoiffés de sang et regagner votre vaisseau spatial avant que la colonie s'autodétruise. Ce jeu de la série utilise la dextérité comme mécanique principale. On aime un jeu spécifiquement solo, des thèmes variés. On aime moins le shipping élevé, version anglaise seulement. Un jeu peut-être simple et peut-être même trop simple à voir. Alors on est curieux, on suit la campagne avec 30% de chance pour Hunted. On ajoute également un autre jeu de dés avec Zorro The Dice Game, un jeu de la compagnie Overworld Games, un 12e projet pour eux. Il était à la tête de New Salem. Présentement 537 contributeurs, 30 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 16 novembre prochain. Un jeu disponible à partir de 15 $ US, 23 avec les extensions, et il faut compter 7 à 9 $ pour le transport. Un jeu de 1 à 8 joueurs, des parties de 30 minutes, un jeu de stratégie et de chance, dont les règles en français sont disponibles. Alors, Zorro vieillit, il est épuisé, il a besoin de trouver un successeur. Alors, vous vous proposez d'aller montrer vos talents en réalisant une série d'actes héroïques pour débarrasser la ville de truands et protéger vos citoyens.
Dans Zero the Dice Game, vous rassemblez l'équipement en réalisant des exploits héroïques, un peu à la King of Tokyo. Réalisez des exploits pour gagner des dés supplémentaires que vous seul pourrez utiliser, mais qui déclenchera également l'arrivée de nouveaux truands. Une fois que le Big Boss arrive en jeu, celui qui gagnera le combat deviendra le prochain Zero. On aime la thématique, un jeu de dés, un nombre de joueurs de 1 à 8, idéal pour le pub, 4 récompenses avec succès. On aime moins un jeu dont le hasard semble très présent. Alors résultat, genre de jeu rapide que j'aime avoir sous la main. On suit la campagne, 40%. Amateurs de bande dessinée, voici le retour de Scott Pilgrim avec Miniature The World, un jeu de la compagnie Renegade Game Studio, présentement 474 contributeurs pour 119 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 5 novembre prochain, disponible à partir de 90 $ US jusqu'à 260 pour un all-in. On parle de 21 à 33 $ pour le shipping. Un jeu d'une designer, Erika Bouyouris, une résidente de Toronto, qui est grande fan de l'univers de Scott Pilgrim. C'est elle qui était à la tête de divers projets, dont Kodoma. Un jeu de 2 à 3 joueurs, possiblement 4 dans certains scénarios, de 45 à 60 minutes. C'est une bataille de type arène dans un bar. Alors des scènes du film qu'on a déjà vu. Vous pouvez incarner le clan Pilgrim ou le clan des Evil. On aime la qualité du matériel, le décor, les figurines, c'est vraiment de toute beauté. Un jeu de combat de dés à la Dice Room. On aime moins que ce soit uniquement axé sur le combat et version anglaise seulement. Résultat, pour les amateurs de Scott et de sa gang, Scott Pilgrim Miniatures The World. fait son apparition également sur Kickstarter Heroes and Gods, The Master of Dreams de la compagnie Fanatic Games, un deuxième projet pour eux, on peut dire un premier puisque le précédent a été annulé. Compagnie d'Espagne, on parle de 412 contributeurs jusqu'à présent, 38 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 31 octobre prochain. Un jeu de base à partir de 37 € et le 97 pour le jeu complet, il faut compter 17 à 18 € pour le shipping. Un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes. C'est un jeu d'enchères de recrutement de cartes qui se joue en coopératif de type role-playing game. Heroes and Gods est un jeu de fantasy basé sur la mécanique de joueur contre ennemis, qui ouvre la porte à des partenariats stratégiques pendant le jeu, créant des situations inattendues dans lesquelles l'interaction entre les joueurs est à la fois la clé et la stratégie. Le joueur prend le contrôle de un des héros appartenant à l'une des 4 classes de base au début de la partie. La valeur de rejouabilité est élevée et la construction personnalisée. Le jeu entier est construit sur le concept tel que la liberté de choix, la polyvalence entre les élaborations des stratégies et l'interaction sociale. Vous construisez votre héros comme vous le voulez. Utilisez des compétences personnalisées, lancez des sorts magiques, armez-vous d'armes, d'armures anciennes ou légendaires, utilisez des potions magiques, des parchemins, prenez des compagnons pour vous aider à vaincre des ennemis. L'esprit de compétition est renouvelé à chaque fois que vous démarrez une session de jeu de Heroes and Gods. Les héros peuvent être différents, choisissez des stratégies différentes en fonction du gameplay qui est unique à chaque début de partie. Chaque fois que vous commencez, vous aurez un nouveau chemin à suivre, une nouvelle stratégie à appliquer, un nouveau héros à construire. On aime un jeu de cartes avec un solo, un prix réduit pour le prix d'entrée. On aime moins l'artistique, quoique beau mais très chargé. Version anglaise seulement. Résultat, je passe. De son côté, la compagnie TMG nous revient avec la réédition du jeu Emperor Choice, une édition deluxe pour Kickstarter. C'est un jeu initialement publié en 2017, donc assez récent. Ça se demandait si c'est un choix stratégique, puisque c'était un jeu qui avait passé un peu sous le radar. Présentement, 378 contributeurs, 50 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 9 novembre prochain. Disponible à partir de 100 $ US plus 15 à 20 $ pour le shipping. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs, des parties de 90 à 120 minutes, 3.33 sur 5 au niveau de difficulté sur BGG. Un jeu d'enchères et de collection d'ensemble. Une stratégie de rentabilité pour TMG, je sais pas, mais dans la même thématique, j'y préfère Gugong. Alors pour mon cas, je vais passer. Un peu trop cher et pas de nouveauté au niveau de la réédition. Résultat, je passe.
Et finalement, on ajoute également The Path of the Adventurer, un jeu de la compagnie Jogorama. Deuxième projet pour eux, présentement 360 contributeurs, 38 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 29 octobre prochain. Un jeu disponible à partir de 30 € jusqu'à 225 €. Donc, plusieurs choix de disponibles, il faut compter 20 à 25 € pour le shipping. Un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, c'est un jeu coopératif de jet de dés avec des plateaux modulaires et des pouvoirs variés. The Path of the Adventurer est un jeu d'exploration basé sur le combat pour 1 à 4 joueurs, où un groupe d'aventuriers se frayera un chemin à travers des endroits dangereux pour vaincre le Seigneur des Ténèbres, qui cause la détresse du royaume. Bref, au niveau de l'originalité, on repassera. Les aventuriers vont améliorer leurs capacités avec des armes et des objets. Chaque bataille, ils apprendront également de nouvelles compétences pour affronter des ennemis puissants et vaincre le Seigneur des Ténèbres. Le chemin qui sera créé tout au long de l'aventure sera différent à chaque partie et sera généré aléatoirement. Chaque emplacement que vous visiterez possède des trésors différents, des objets légendaires. Configurez votre personnage avec un équipement qui correspond mieux à votre style de jeu. Chaque aventurier est unique, avec des forces et des faiblesses qui devront être complétées par le reste du groupe afin de réussir l'aventure. Préparez-vous au combat et demeurez sur le sentier des aventuriers. On aime le combat simplifié, un jeu rapide, une version abordable sans mini également. On aime moins règles en français est disponible, mais pas la traduction des cartes. Alors on était intrigué, on suit ça avec 30% de possibilité pour The Path of the Adventurer. À noter également cette semaine la sortie de Monster Rush, un jeu de la compagnie Funny Fox Game, un jeu de rapidité d'observation sous haute tension. C'est un jeu de 2 à 8 joueurs, des parties rapides de 10 minutes pour 8 ans et plus. Alors on suit la sortie du jeu de Funny Fox avec Monster Rush. On souhaite une bonne fin de semaine à tous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo Kickstarter à la Société des Jeux. Bye tout le monde!